Le ventre de Paris de Émile Zola, 1873. Chapitre 1. Au milieu du grand silence, et dans le désert de l'avenue, les voitures de maraîchers montaient vers Paris avec les cahots rythmés de leurs roues, dont les échos battaient les façades des maisons, endormies aux deux bords, derrière les lignes confuses des ormes. Un tombereau de choux et un tombereau de pois, au pont de Neuilly, s'étaient joints aux 8 voitures de navets et de carottes qui descendaient de Nanterre. Et les chevaux allaient tout seuls, la tête basse, de leur allure continue et paresseuse, que la montée ralentissait encore. En haut, sur la charge des légumes, allongés à plat ventre, couverts de leurs limousines à petits traits noirs et grises, les charretiers sommeillaient, les guides au poignet. Un bec de gaz, au sortir d'une nappe d'ombre, éclairait les clous d'un soulier, la manche bleue d'une blouse, le bout d'une casquette. Entrevus dans cette floraison énorme des bouquets rouges des carottes, des bouquets blancs des navets, des verdures débordantes, des pois et des choux. Et sur la route, sur les routes voisines, en avant et en arrière, des ronflements lointains de charrois annonçaient des convois pareils, tout un arrivage traversant les ténèbres et le gros sommeil de 2 heures du matin, berçant la ville noire du bruit de cette nourriture qui passait. Balthazar, le cheval de Madame François, une bête trop grasse, tenait la tête de la file. Il marchait, dormant à demi, dodelinant des oreilles, lorsque, à la hauteur de la rue de Longchamp, un sursaut de peur le planta net sur ses 4 pieds. Les autres bêtes vinrent donner de la tête contre le cul des voitures, et la file s'arrêta avec la secousse des ferrailles au milieu des jurements des charretiers réveillés. Madame François, adossée à une planchette contre ses légumes, regardait, ne voyait rien, dans la maigre lueur jetée à gauche par la petite lanterne carrée qui n'éclairait guère qu'un des flancs luisants de Balthazar. « Hé, la mère, avançons !» cria un des hommes qui s'était mis à genoux sur ses navets. « C'est quelque cochon d'ivrogne !» Elle s'était penchée, elle avait aperçu, à droite, presque sous les pieds du cheval, une masse noire qui barrait la route. « On n'écrase pas le monde !» dit-elle en sautant à terre. C'était un homme vautré tout de son long, les bras étendus, tombé la face dans la poussière. Il paraissait d'une longueur extraordinaire, maigre comme une branche sèche. Le miracle était que Balthazar ne l'eût pas cassé en 2 d'un coup de sabot. Madame François le crut mort. Elle s'accroupit devant lui prit une main et vit qu'elle était chaude. « Hé, l'homme !» dit-elle doucement. Mais les charretiers s'impatientaient. Celui qui était agenouillé dans ses légumes reprit de sa voix enrouée. « Fouettez donc, la mère ! Il en a plein son sac, le sacré porc. Poussez-moi ça dans le ruisseau. » Cependant, l'homme avait ouvert les yeux, et il regardait Madame François d'un air effaré, sans bouger. Elle pensa qu'il devait être ivre, en effet. « Il ne faut pas rester là, vous allez vous faire écraser, lui dit-elle. « Où alliez-vous ?»« Je ne sais pas, » répondit-il d'une voix très basse. Puis, avec effort et le regard inquiet, « J'allais à Paris, je suis tombée, je ne sais pas. » Elle le voyait mieux, et il était lamentable, avec son pantalon noir, sa redingote noire, tout effiloqué, montrant les sécheresses des eaux. Sa casquette, de gros drap noirs, rabattue peureusement sur les sourcils, découvrait 2 grands yeux bruns d'une singulière douceur dans un visage dur et tourmenté. Madame François pensa qu'il était vraiment trop maigre pour avoir bu. « Et où alliez-vous, dans Paris ?» demanda-t-elle de nouveau. Il ne répondit pas tout de suite. Cet interrogatoire le gênait. Il parut se consulter. Puis, en hésitant, « Par là, du côté des Halles. » Il s'était mis debout, avec des peines infinies, et il faisait mine de vouloir continuer son chemin. La maraîchère le vit qui s'appuyait en chancelant sur le brancard de la voiture. « Vous êtes là ?»« Oui, bien là, murmura-t-il. »
Alors, elle prit une voix brusque et comme mécontente. Elle le poussa, en disant « Allons, vite, montez dans ma voiture. Vous nous faites perdre un temps, là. Je vais aux halles, je vous déballerai avec mes légumes. » Et, comme il refusait, elle le hissa presque de ses gros bras, le jeta sur les carottes et les navets, tout à fait fâché, criant « À la fin, voulez-vous nous ficher la paix? Vous m'embêtez, mon brave, puisque je vous dis que je vais aux halles. Dormez, je vous réveillerai. » Elle remonta, s'adossa contre la planchette, assise de biais, tenant les guides de Balthazar, qui se remit en marche, se rendormant, dodelinant des oreilles. Les autres voitures suivirent. La file reprit son allure lente dans le noir, battant de nouveau du chaos des roues les façades endormies. Les charretiers recommencèrent leur somme sous leur limousine. Celui qui avait interpellé la maraîchère s'allongea en grondant. « Oh, malheur, s'il fallait ramasser les ivrognes. Vous avez de la constance, vous, la mère. » Les voitures roulaient, les chevaux allaient tout seuls, la tête basse. L'homme que madame François venait de recueillir, couché sur le ventre, avait ses longues jambes perdues dans le tas des navets qui emplissaient le cul de la voiture. Sa face s'enfonçait au beau milieu des carottes, dont les bottes montaient et s'épanouissaient. Et, les bras élargis, exténués, embrassant la charge énorme des légumes, de peur d'être jeté à terre par un chaos, il regardait, devant lui, les deux lignes interminables des becs de gaz qui se rapprochaient et se confondaient, tout là-haut, dans un pullulement d'autres lumières. À l'horizon, une grande fumée blanche flottait, mettait Paris dormant dans la buée lumineuse de toutes ses flammes. « Je suis de Nanterre, je me nomme madame François, » dit la maraîchère au bout d'un instant. « Depuis que j'ai perdu mon pauvre homme, je vais tous les matins aux halles. C'est dur, allez. Et vous ? » « Je me nomme Florent, je viens de loin, » répondit l'inconnu avec embarras. « Je vous demande excuse, je suis si fatigué que cela m'est pénible de parler. » Il ne voulait pas causer. Alors elle se tut, lâchant un peu les guides sur l'échine de Balthazar, qui suivait son chemin, en bête connaissant chaque pavé. Florent, les yeux sur l'immense lueur de Paris, songeait à cette histoire qu'il cachait. Échappé de Cayenne, où les journées de décembre l'avaient jeté, rôdant depuis 2 ans dans la Guyane hollandaise, avec l'envie folle du retour et la peur de la police impériale, il avait enfin devant lui la chère grande ville, tant regrettée, tant désirée. Il s'y cacherait, il y vivrait de sa vie paisible d'autrefois. La police n'en saurait rien. D'ailleurs, il serait mort là-bas. Et il se rappelait son arrivée au Havre lorsqu'il ne trouva plus que 15 francs dans le coin de son mouchoir. Jusqu'à Rouen, il put prendre la voiture. De Rouen, comme il lui restait à peine 30 sous, il repartit à pied. Mais à Vernon, il acheta ses 2 derniers sous de pain. Puis, il ne savait plus. Il croyait avoir dormi plusieurs heures dans un fossé. Il avait dû montrer à un gendarme les papiers dont il s'était pourvu. Tout cela dansait dans sa tête. Il était venu de Vernon sans manger, avec des rages et des désespoirs brusques qui le poussaient à mâcher les feuilles des haies qu'il longeait. Et il continuait à marcher, pris de crampes et de douleurs, le ventre plié, la vue troublée, les pieds comme tirés, sans qu'il en eût conscience, par cette image de Paris, au loin, très loin, derrière l'horizon, qui l'appelait, qui l'attendait. Quand il arriva à Courbevoie, la nuit était très sombre. Paris, pareil à un pan de ciel étoilé tombé sur un coin de la terre noire, lui apparut sévère et comme fâché de son retour. Alors, il eut une faiblesse. Il descendit la côte, les jambes cassées. En traversant le pont de Neuilly, il s'appuyait au parapet, il se penchait sur la Seine, roulant des flots d'encre, entre les masses épaissies des rives. Un fanal rouge, sur l'eau, le suivait d'un œil saignant. Maintenant, il lui fallait monter, atteindre Paris, tout en haut. L'avenue lui paraissait démesurée. Les centaines de lieues qu'il venait de faire n'étaient rien. Ce bout de route le désespérait. Jamais il n'arriverait à ce sommet, couronné de ses lumières. L'avenue plate s'étendait,
avec ses lignes de grands arbres et de maisons basses, ses larges trottoirs grisâtres, tachés de l'ombre des branches, les trous sombres des rues transversales, tout son silence et toutes ses ténèbres. Et les becs de gaz, droits, espacés régulièrement, mettaient seuls la vie de leurs courtes flammes jaunes dans ce désert de mort. Florent n'avançait plus, l'avenue s'allongeait toujours, reculait Paris au fond de la nuit. Il lui sembla que les becs de gaz, avec leur œil unique, couraient à droite et à gauche en emportant la route. Il trébucha dans ce tournoiement. Il s'affaissa comme une masse sur les pavés. À présent, il roulait doucement sur cette couche de verdure, qu'il trouvait d'une mollesse de plumes. Il avait levé un peu le menton pour voir la buée lumineuse qui grandissait au-dessus des toits noirs devinés à l'horizon. Il arrivait. Il était porté. Il n'avait qu'à s'abandonner aux secousses ralenties de la voiture. Et cette approche sans fatigue ne le laissait plus souffrir que de la faim. La faim s'était réveillée, intolérable, atroce. Ses membres dormaient. Il ne sentait en lui que son estomac, tordu, tenaillé comme par un fer rouge. L'odeur fraîche des légumes dans lesquels il était enfoncé, cette senteur pénétrante des carottes, le troublait jusqu'à l'évanouissement. Il appuyait de toutes ses forces sa poitrine contre ce lit profond de nourriture, pour se serrer l'estomac, pour l'empêcher de crier. Et derrière, les 9 autres tombereaux, avec leurs montagnes de choux, leurs montagnes de pois, leur entassement d'artichauts, de salades, de céleri, de poireaux, semblaient rouler lentement sur lui et vouloir l'ensevelir, dans l'agonie de sa faim, sous un éboulement de mangeaille. Il y eut un arrêt, un bruit de grosses voix. C'était la barrière. Les douaniers sondaient les voitures. Puis, Florent entra dans Paris, évanoui, les dents serrées, sur les carottes. « Hé, l'homme, là-haut !» cria brusquement madame François. Et, comme il ne bougeait pas, elle monta, le secoua. Alors, Florent se mit sur son séant. Il avait dormi, il ne sentait plus sa faim. Il était tout hébété. La maraîchère le fit descendre en lui disant « Vous allez m'aider à décharger, hein ?» Il l'aida. Un gros homme, avec une canne et un chapeau de feutre, qui portait une plaque au revers gauche de son paletot, se fâchait, tapait du bout de sa canne sur le trottoir. « Allons donc, plus vite que ça, faites avancer la voiture. Combien avez-vous de mètres ? 4, n'est-ce pas ?» Il délivra un bulletin à madame François, qui sortit des gros sous d'un petit sac de toile. Et il alla se fâcher et taper de sa canne un peu plus loin. La maraîchère avait pris Balthazar par la bride, le poussant, acculant la voiture, les roues contre le trottoir. Puis, la planche de derrière enlevée, après avoir marqué ses 4 mètres sur le trottoir avec des bouchons de paille, elle pria Florent de lui passer les légumes, botte par botte. Elle les rangea méthodiquement sur le carreau, parant la marchandise, disposant les fannes de façon à encadrer l'état d'un filet de verdure, dressant avec une singulière promptitude tout un étalage qui ressemblait dans l'ombre à une tapisserie aux couleurs symétriques. Quand Florent lui eut donné une énorme brassée de persil, qu'il trouva au fond, elle lui demanda encore un service. « Vous seriez bien gentil de garder ma marchandise pendant que je vais remiser la voiture. C'est à 2 pas, rue Montorgueil, au Compas d'Or. » Il lui assura qu'elle pouvait être tranquille. Le mouvement ne lui valait rien. Il sentait sa faim se réveiller depuis qu'il se remuait. Il s'assit contre un tas de choux à côté de la marchandise de madame François en se disant qu'il était bien là, qu'il ne bougerait plus, qu'il attendrait. Sa tête lui paraissait toute vide et il ne s'expliquait pas nettement où il se trouvait. Dès les premiers jours de septembre, les matinées sont toutes noires. Des lanternes, autour de lui, filaient doucement, s'arrêtaient dans les ténèbres. Il était au bord d'une large rue qu'il ne reconnaissait pas. Elle s'enfonçait en pleine nuit, très loin. Lui ne distinguait guère que la marchandise qu'il gardait. Au-delà, confusément, le long du carreau, des amoncellements vagues moutonnaient. Au milieu de la chaussée, de grands profils grisâtres de tombereaux barraient la rue. Et, d'un bout à l'autre, un souffle qui passait faisait deviner une file de bêtes attelées qu'on ne voyait point. Des appels, le bruit d'une pièce de bois ou d'une chaîne de fer tombant sur le pavé, l'éboulement sourd d'une charretée de légumes,
Le dernier ébranlement d'une voiture butant contre la bordure d'un trottoir mettait dans l'air encore endormi le murmure doux de quelque retentissant et formidable réveil, dont on sentait l'approche au fond de toute cette ombre frémissante. Florent, en tournant la tête, aperçut, de l'autre côté de ses choux, un homme qui ronflait, roulé comme un paquet dans une limousine, la tête sur des paniers de prunes. Plus près, à gauche, il reconnut un enfant d'une dizaine d'années, assoupi avec un sourire d'ange, dans le creux de 2 montagnes de chicorée. Et, au ras du trottoir, il n'y avait encore de bien éveillé que les lanternes dansant au bout de bras invisibles, enjambant d'un saut le sommeil qui traînait là, gens et légumes en tas, attendant le jour. Mais ce qui le surprenait, c'était, aux 2 bords de la rue, de gigantesques pavillons, dont les toits superposés lui semblaient grandir, s'étendre, se perdre au fond d'un poudroiement de lueur. Il rêvait, l'esprit affaibli, à une suite de palais, énormes et réguliers, d'une légèreté de cristal, allumant sur leurs façades les 1000 raies de flammes de persiennes continues et sans fin. Entre les arêtes fines des piliers, ces minces barres jaunes mettaient des échelles de lumière, qui montaient jusqu'à la ligne sombre des premiers toits, qui gravissaient l'entassement des toits supérieurs, posant dans leurs carrures les grandes carcasses à jour de salles immenses, où traînait, sous le jaunissement du gaz, un pêle-mêle de formes grises, effacées et dormantes. Il tourna la tête, fâché d'ignorer où il était, inquiété par cette vision colossale et fragile. Et, comme il levait les yeux, il aperçut le cadran lumineux de Saint-Eustache, avec la masse grise de l'église. Cela l'étonna profondément. Il était à la pointe Saint-Eustache. Cependant, Madame François était revenue. Elle discutait violemment avec un homme qui portait un sac sur l'épaule et qui voulait lui payer ses carottes 1 sou la botte. « Tenez, vous n'êtes pas raisonnable, la caille. Vous les revendez 4 à 5 sous aux Parisiens, ne dites pas non. À 2 sous, si vous voulez. » Et, comme l'homme s'en allait, « Les gens croient que ça pousse tout seul, vraiment. Il peut en chercher des carottes à 1 sou, cet ivrogne de la caille. Vous verrez qu'il reviendra. » Elle s'adressait à Florent, puis, s'asseyant près de lui, « Dites donc, s'il y a longtemps que vous êtes absent de Paris, vous ne connaissez peut-être pas les nouvelles halles. Voici 5 ans au plus que c'est bâti. Là, tenez, le pavillon qui est à côté de nous, c'est le pavillon aux fruits et aux fleurs. Plus loin, la marée, la volaille. Et derrière, les gros légumes, le beurre, le fromage. Il y a 6 pavillons de ce côté-là. Puis, de l'autre côté, en face, il y en a encore 4. La viande, la triperie, la vallée. C'est très grand, mais il y fait rudement froid, l'hiver. On dit qu'on bâtira encore 2 pavillons en démolissant les maisons, autour de la halle au blé. Est-ce que vous connaissiez tout ça ? Non, répondit Florent, j'étais à l'étranger. Et cette grande rue, celle qui est devant nous, comment la nomme-t-on ? C'est une rue nouvelle, la rue du Pont-Neuf, qui part de la Seine et qui arrive jusqu'ici, à la rue Montmartre et à la rue Montorgueil. S'il avait fait jour, vous vous seriez tout de suite reconnu. Elle se leva en voyant une femme penchée sur ses navets. « C'est vous, mère Chante-Messe » dit-elle amicalement. Florent regardait le bas de la rue Montorgueil. C'était là qu'une bande de sergents de ville l'avait pris, dans la nuit du 4 décembre. Il suivait le boulevard Montmartre, vers 2 heures, marchant doucement au milieu de la foule, souriant de tous ces soldats que l'Élysée promenait sur le pavé pour se faire prendre au sérieux. Lorsque les soldats avaient balayé les trottoirs, à bout portant, pendant 1/4 d'heure, lui, poussé, jeté à terre, tomba au coin de la rue Vivienne. Et il ne savait plus, la foule affolée passait sur son corps avec l'horreur affreuse des coups de feu. Quand il n'entendit plus rien, il voulut se relever. Il avait sur lui une jeune femme, en chapeau rose, dont le châle glissait, découvrant une guimpe plissée à petits plis. Au-dessus de la gorge, dans la guimpe, 2 balles étaient entrées. Et, lorsqu'il repoussa doucement la jeune femme, pour dégager ses jambes,
2 filets de sang coulèrent des trous sur ses mains. Alors, il se releva d'un bond, il s'en alla, fou, sans chapeau, les mains humides. Jusqu'au soir, il rôda, la tête perdue, voyant toujours la jeune femme, en travers sur ses jambes, avec sa face toute pâle, ses grands yeux bleus ouverts, ses lèvres souffrantes, son étonnement d'être morte, là, si vite. Il était timide. À 30 ans, il n'osait regarder en face les visages de femmes, et il avait celui-là pour la vie, dans sa mémoire et dans son cœur. C'était comme une femme à lui qu'il aurait perdue. Le soir, sans savoir comment, encore dans l'ébranlement des scènes horribles de l'après-midi, il se trouva rue Montorgueil, chez un marchand de vin, où des hommes buvaient en parlant de faire des barricades. Il les accompagna, les aida à arracher quelques pavés, s'assit sur la barricade, las de sa course dans les rues, se disant qu'il se battrait, lorsque les soldats allaient venir. Il n'avait pas même un couteau sur lui. Il était toujours nu-tête. Vers 11 heures, il s'assoupit. Il voyait les 2 trous de la guimpe blanche à petits plis, qui le regardaient comme 2 yeux rouges de larmes et de sang. Lorsqu'il se réveilla, il était tenu par 4 sergents de ville qui le bourraient de coups de poing. Les hommes de la barricade avaient pris la fuite. Mais les sergents de ville devinrent furieux et faillirent l'étrangler quand ils s'aperçurent qu'il avait du sang aux mains. C'était le sang de la jeune femme. Florent, plein de ses souvenirs, levait les yeux sur le cadran lumineux de Saint-Eustache, sans même voir les aiguilles. Il était près de 4 heures. Les halles dormaient toujours. Madame François causait avec la mère Chantefmesse, debout, discutant le prix de la botte de navet. Et Florent se rappelait qu'on avait manqué le fusiller là, contre le mur de Saint-Eustache. Un peloton de gendarmes venait d'y casser la tête à 5 malheureux, pris à une barricade de la rue Greneta. Les 5 cadavres traînaient sur le trottoir, à un endroit où il croyait apercevoir aujourd'hui des tas de radis roses. Lui échappa au fusil, parce que les sergents de ville n'avaient que des épées. On le conduisit à un poste voisin, en laissant au chef du poste cette ligne écrite au crayon sur un chiffon de papier. Pris les mains couvertes de sang, très dangereux. Jusqu'au matin, il fut traîné de poste en poste. Le chiffon de papier l'accompagnait. On lui avait mis les menottes, on le gardait comme un fou furieux. Au poste de la rue de la Lingerie, des soldats ivres voulurent le fusiller. Ils avaient déjà allumé le falot quand l'ordre vint de conduire les prisonniers au dépôt de la préfecture de police. Le surlendemain, il était dans une casemate du fort de Bicêtre. C'était depuis ce jour qu'il souffrait de la faim. Il avait eu faim dans la casemate, et la faim ne l'avait plus quitté. Il se trouvait une centaine parqués au fond de cette cave, sans air, dévorant les quelques bouchées de pain qu'on leur jetait, ainsi qu'à des bêtes enfermées. Lorsqu'il parut devant un juge d'instruction, sans témoin d'aucune sorte, sans défenseur, il fut accusé de faire partie d'une société secrète. Et, comme il jurait que ce n'était pas vrai, le juge tira de son dossier le chiffon de papier. Prit les mains couvertes de sang, très dangereux. Cela suffit. On le condamna à la déportation. Au bout de 6 semaines, en janvier, un geôlier le réveilla, une nuit, l'enferma dans une cour, avec 400 et quelques autres prisonniers. 1 heure plus tard, ce premier convoi partait pour les pontons et l'exil, les menottes au poignet, entre 2 files de gendarmes, fusils chargés. Ils traversèrent le pont d'Austerlitz, suivirent la ligne des boulevards, arrivèrent à la gare du Havre. C'était une nuit heureuse de carnaval. Les fenêtres des restaurants du boulevard luisaient. À la hauteur de la rue Vivienne, à l'endroit où il voyait toujours la morte inconnue dont il emportait l'image, Florent aperçut, au fond d'une grande calèche, des femmes masquées, les épaules nues, la voix rieuse, se fâchant de ne pouvoir passer, faisant les dégoûter devant ces forçats qui n'en finissaient plus. De Paris au Havre, les prisonniers n'eurent pas une bouchée de pain, pas un verre d'eau. On avait oublié de leur distribuer des rations avant le départ. Ils ne mangèrent que 36 heures plus tard, quand on les eut entassés dans la cale de la frégate, le Canada. Non, la faim ne l'avait plus quitté. Il fouillait ses souvenirs, ne se rappelait pas une heure de plénitude.
Il était devenu sec, l'estomac rétréci, la peau collée aux os. Et il retrouvait Paris, gras, superbe, débordant de nourriture, au fond des ténèbres. Il y rentrait sur un lit de légumes. Il y roulait dans un inconnu de mangeaille qu'il sentait pulluler autour de lui et qui l'inquiétait. La nuit heureuse de carnaval avait donc continué pendant 7 ans. Il revoyait les fenêtres luisantes des boulevards, les femmes rieuses, la ville gourmande qu'il avait laissée par cette lointaine nuit de janvier. Et il lui semblait que tout cela avait grandi, s'était épanoui dans cette énormité des halles, dont il commençait à entendre le souffle colossal, épais encore de l'indigestion de la veine. La même chante-messe s'était décidée à acheter 12 bottes de navet. Elle les tenait dans son tablier, sur son ventre, ce qui arrondissait encore sa large taille. Et elle restait là, causant toujours, de sa voix traînante. Quand elle fut partie, Madame François vint se rasseoir à côté de Florent en disant « Cette pauvre mère chante-messe, elle a au moins 72 ans. J'étais gamine qu'elle achetait déjà ses navets à mon père. Et pas un parent avec ça, rien qu'une coureuse qu'elle a ramassée je ne sais où et qui l'a fait damner. Eh bien, elle vivote, elle vend au petit tas, elle se fait encore ses 40 sous par jour. Moi, je ne pourrais pas rester dans ce diable de Paris toute la journée sur un trottoir. Si l'on y avait quelques parents, au moins. » Et, comme Florent ne causait guère, « Vous avez de la famille à Paris, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Il parut ne pas entendre. Sa méfiance revenait. Il avait la tête pleine d'histoires de police, d'agents guettant à chaque coin de rue, de femmes vendant les secrets qu'elles arrachaient aux pauvres diables. Elle était tout près de lui. Elle lui semblait pourtant bien honnête, avec sa grande figure calme, serrée au front par un foulard noir et jaune. Elle pouvait avoir 35 ans, un peu forte, belle de sa vie en plein air et de sa virilité adoucie par des yeux noirs d'une tendresse charitable. Elle était certainement très curieuse, mais d'une curiosité qui devait être toute bonne. Elle reprit, sans s'offenser du silence de Florent. « Moi, j'ai un neveu à Paris. Il a mal tourné. Il s'est engagé. Enfin, c'est heureux quand on sait où descendre. Vos parents, peut-être, vont être bien surpris de vous voir. Et c'est une joie quand on revient, n'est-ce pas ?» Tout en parlant, elle ne le quittait pas des yeux, apitoyée sans doute par son extrême maigreur, sentant que c'était un monsieur, sous sa lamentable défroque noire, n'osant lui mettre une pièce blanche dans la main. Enfin, timidement, « Si, en attendant, murmura-t-elle, vous aviez besoin de quelque chose. » Mais il refusa avec une fierté inquiète. Il dit qu'il avait tout ce qu'il lui fallait, qu'il savait où aller. Elle parut heureuse. Elle répéta plusieurs fois, comme pour se rassurer elle-même sur son sort. « Ah, bien, alors, vous n'avez qu'à attendre le jour. » Une grosse cloche au-dessus de la tête de Florent, au coin du pavillon des fruits, se mit à sonner. Les coups, lents et réguliers, semblaient éveiller de proche en proche le sommeil trônant sur le carreau. Les voitures arrivaient toujours, les cris des charretiers, les coups de fouet, les écrasements du pavé sous le fer des roues et le sabot des bêtes grandissaient. Et les voitures n'avançaient plus que par secousses, prenant la file, s'étendant au-delà des regards, dans des profondeurs grises, d'où montait un brouhaha confus. Tout le long de la rue du Pont-Neuf, on déchargeait, les tombereaux acculés au ruisseau, les chevaux immobiles et serrés, rangés comme dans une foire. Florent s'intéressa à une énorme voiture de boueux, pleine de choux superbes, qu'on avait eu grand-peine à faire reculer jusqu'au trottoir. La charge dépassait un grand diable de bec de gaz planté à côté, éclairant en plein l'entassement des larges feuilles qui se rabattaient comme des pans de velours gros vert, découpés et gaufrés. Une petite paysanne de 16 ans, en casaquin et en bonnet de toile bleue, montée dans le tombereau, ayant des choux jusqu'aux épaules, les prenait un à un, les lançait à quelqu'un que l'ombre cachait, en bas. La petite, par moments, perdue, noyée, glissait, disparaissait sous un éboulement. Puis son nez rose reparaissait au milieu des verdures épaisses. Elle riait,
et les choux se remettaient à voler, à passer entre le bec de gaz et Florent. Il les comptait machinalement. Quand le tombereau fut vide, cela l'ennuya. Sur le carreau, les tas déchargés s'étendaient maintenant jusqu'à la chaussée. Entre chaque tas, les maraîchers ménageaient un étroit sentier pour que le monde pût circuler. Tout le large trottoir, couvert d'un bout à l'autre, s'allongeait avec les bosses sombres des légumes. On ne voyait encore, dans la clarté brusque et tournante des lanternes, que l'épanouissement charnu d'un paquet d'artichauts, les verts délicats des salades, le corail rose des carottes, l'ivoire mat des navets, et ces éclairs de couleurs intenses filaient le long des tas avec les lanternes. Le trottoir s'était peuplé, une foule s'éveillait, allait entre les marchandises, s'arrêtant, causant, appelant. Une voix forte au loin criait « Hé, la chicorée !» On venait d'ouvrir les grilles du pavillon aux gros légumes. Les revendeuses de ce pavillon, en bonnet blanc, avec un fichu noué sur leur caraco noir et les jupes relevées par des épingles pour ne pas se salir, faisaient leurs provisions du jour, chargeaient de leurs achats les grandes hottes des porteurs posés à terre. Du pavillon à la chaussée, le va-et-vient des hottes s'animait, au milieu des têtes cognées, des mots gras, du tapage des voix, s'enrouant à discuter un quart d'heure pour un sou. Et Florent s'étonnait du calme des maraîchères, avec leurs madras et leur teint hâlé, dans ce chipotage bavard des halles. Derrière lui, sur le carreau de la rue Rambuteau, on vendait des fruits. Des rangées de bourriches, de paniers bas, s'alignaient, couverts de toile ou de paille. Et une odeur de mirabelle trop mûre trônait. Une voix douce et lente, qu'il entendait depuis longtemps, lui fit tourner la tête. Il vit une adorable petite femme brune, assise par terre, qui marchandait. « Dis donc, Marcel, vends-tu pour 100 sous, dis ?» L'homme, enfoui dans une limousine, ne répondait pas, et la jeune femme, au bout de 5 grandes minutes, reprenait. « Dis, Marcel, 100 sous ce panier-là, et 4 francs l'autre. Ça fait-il 9 francs qu'il faut te donner ?» Un nouveau silence se fit. « Alors, qu'est-ce qu'il faut te donner ?»« 10 francs, tu le sais bien, je te l'ai dit. Et ton Jules, qu'est-ce que tu en fais, la sarriette ?» La jeune femme se mit à rire, en tirant une grosse poignée de monnaie. « Ah bien, reprit-elle, Jules dort sa grasse matinée. Il prétend que les hommes, ce n'est pas fait pour travailler. » Elle paya, elle emporta les 2 paniers dans le pavillon aux fruits qu'on venait d'ouvrir. Les halles gardaient leur légèreté noire, avec les 1000 raies de flammes des persiennes. Sous les grandes rues couvertes, du monde passait, tandis que les pavillons, au loin, restaient déserts, au milieu du grouillement grandissant de leurs trottoirs. À la pointe Saint-Eustache, les boulangers et les marchands de vin ôtaient leurs volets. Les boutiques rouges, avec leurs becs de gaz allumés, trouaient les ténèbres le long des maisons grises. Florent regardait une boulangerie, rue Montorgueil, à gauche, toute pleine et toute dorée de la dernière cuisson, et il croyait sentir la bonne odeur du pain chaud. Il était 4h30. Cependant, Madame François s'était débarrassée de sa marchandise. Il lui restait quelques bottes de carottes, quand la caille reparut avec son sac. « Eh bien, ça va-t-il à 1 sou ?» dit-il. « J'étais bien sûre de vous revoir, vous, » répondit tranquillement la maraîchère. « Voyons, prenez mon reste. Il y a 17 bottes. »« Ça fait 17 sous. »« Non, 34. » Ils tombèrent d'accord à 25. Madame François était pressée de s'en aller. Lorsque la caille se fut éloignée, avec ses carottes dans son sac, « Voyez-vous, il me guettait, dit-elle à Florent. Ce vieux-là râle sur tout le marché. Il attend quelquefois le dernier coup de cloche pour acheter 4 sous de marchandises. Ah, c'est parisien. Ça se chamaille pour 2 liards, et ça va boire le fond de sa bourse chez le marchand de vin. » Quand Madame François parlait de Paris, elle était pleine d'ironie et de dédain. Elle le traitait en ville très éloignée, tout à fait ridicule et méprisable, dans laquelle elle ne consentait à mettre les pieds que la nuit. « À présent, je puis m'en aller, » reprit-elle en s'asseyant de nouveau près de Florent, sur les légumes d'une voisine. Florent baissait la tête.
Il venait de commettre un vol. Quand la caille s'en était allée, il avait aperçu une carotte par terre. Il l'avait ramassée, il la tenait serrée dans sa main droite. Derrière lui, des paquets de céleri, des tas de persil mettaient des odeurs irritantes qui le prenaient à la gorge. « Je vais m'en aller », répéta madame François. Elle s'intéressait à cet inconnu. Elle le sentait souffrir sur ce trottoir dont il n'avait pas remué. Elle lui fit de nouvelles offres de service. Mais il refusa encore, avec une fierté plus âpre. Il se leva même, se tint debout, pour prouver qu'il était gaillard. Et, comme elle tournait la tête, il mit la carotte dans sa bouche. Mais il dut la garder un instant, malgré l'envie terrible qu'il avait de serrer les dents. Elle le regardait de nouveau en face. Elle l'interrogeait, avec sa curiosité de brave femme. Lui, pour ne pas parler, répondait par des signes de tête. Puis, doucement, lentement, il mangea la carotte. La maraîchère allait décidément partir, lorsqu'une voix forte dit tout à côté d'elle « Bonjour, madame François !» C'était un garçon maigre, avec de gros os, une grosse tête, barbu, le nez très fin, les yeux minces et clairs. Il portait un chapeau de feutre noir, roussi, déformé, et se boutonnait au fond d'un immense paletot, jadis marron tendre, que les pluies avaient déteint en larges traînées verdâtres. Un peu courbé, agité d'un frisson d'inquiétude nerveuse qui devait lui être habituel, il restait planté dans ses gros souliers lacés, et son pantalon trop court montrait ses bas bleus. « Bonjour, monsieur Claude », répondit gaiement la maraîchère. « Vous savez, je vous ai attendu lundi, et comme vous n'êtes pas venu, j'ai garé votre toile. Je l'ai accrochée à un clou dans ma chambre. »« Vous êtes trop bonne, madame François. J'irai terminer mon étude un de ces jours. Lundi, je n'ai pas pu. Est-ce que votre grand prunier a encore toutes ses feuilles ? » ?»« Certainement. »« C'est que, voyez-vous, je le mettrai dans un coin du tableau. Il fera bien, à gauche du poulailler. J'ai réfléchi à ça toute la semaine. Hein, les beaux légumes, ce matin. Je suis descendu de bonne heure, me doutant qu'il y aurait un lever de soleil superbe sur ces gredins de choux. Et il montrait du geste toute la longueur du carreau. La maraîchère reprit. « Eh bien, je m'en vais. Adieu, à bientôt, messieurs Claude. » Et comme elle partait, présentant Florent au jeune peintre, « Tenez, voilà monsieur qui revient de loin, paraît-il. Il ne se reconnaît plus dans votre gueux de Paris. Vous pourriez peut-être lui donner un bon renseignement. » Elle s'en alla enfin, heureuse de laisser les deux hommes ensemble. Claude regardait Florent avec intérêt. Cette longue figure, mince et flottante, lui semblait originale. La présentation de madame François suffisait, et, avec la familiarité d'un flâneur habitué à toutes les rencontres de hasard, il lui dit tranquillement « Je vous accompagne. Où allez-vous » Florent resta gêné. Il se livrait moins vite. Mais depuis son arrivée, il avait une question sur les lèvres. Il se risqua. Il demanda, avec la peur d'une réponse fâcheuse. « Est-ce que la rue Pirouette existe toujours ?»« Mais oui, » dit le peintre. « Un coin bien curieux du vieux Paris, cette rue-là. Elle tourne comme une danseuse, et les maisons y ont des ventres de femmes grosses. J'en ai fait une eau-forte pas trop mauvaise. Quand vous viendrez chez moi, je vous la montrerai. C'est là que vous allez ?» Florent, soulagé, ragaillardi par la nouvelle que la rue Pirouette existait, jura que non, assura qu'il n'avait nulle part à aller. Toute sa méfiance se réveillait devant l'insistance de Claude. « Ça ne fait rien, » dit celui-ci. « Allons tout de même rue Pirouette. La nuit, elle est d'une couleur. Venez donc, c'est à 2 pas. » Il dut le suivre. Ils marchaient côte à côte, comme 2 camarades, enjambant les paniers et les légumes. Sur le carreau de la rue Rambuteau, il y avait des tas gigantesques de choux-fleurs, rangés en piles comme des boulets, avec une régularité surprenante. Les chairs blanches et tendres des choux s'épanouissaient, pareilles à d'énormes roses au milieu des grosses feuilles vertes, et les tas ressemblaient à des bouquets de mariés, alignés dans des jardinières colossales.
Claude s'était arrêté, en poussant de petits cris d'admiration. Puis, en face, rue Pirouette, il montra, expliqua chaque maison. Un seul bec de gaz brûlait dans un coin. Les maisons, tassées, renflées, avançaient leurs auvents comme des ventres de femmes grosses, selon l'expression du peintre, penchaient leurs pignons en arrière, s'appuyaient aux épaules les unes des autres. 3 ou 4, au contraire, au fond de trous d'ombre, semblaient près de tomber sur le nez. Le bec de gaz en éclairait une, très blanche, badigeonnée à neuf, avec sa taille de vieille femme cassée et avachie, toute poudrée à blanc, peinturlurée comme une jeunesse. Puis la file bossuée des autres s'en allait, s'enfonçant en plein noir, lézardée, verdie par les écoulements des pluies, dans une débandade de couleurs et d'attitudes telles que Claude en riait d'aise. Florent s'était arrêté au coin de la rue de Mondétour, en face de l'avant-dernière maison, à gauche. Les 3 étages dormaient, avec leurs 2 fenêtres sans persiennes, leurs petits rideaux blancs bien tirés derrière les vitres. En haut, sur les rideaux de l'étroite fenêtre du pignon, une lumière allait et venait. Mais la boutique, sous l'auvent, paraissait lui causer une émotion extraordinaire. Elle s'ouvrait. C'était un marchand d'herbes cuites. Au fond, des bassines luisaient. Sur la table d'étalage, des pâtés d'épinards et de chicorées, dans des terrines, s'arrondissaient, se terminaient en pointe, coupées, derrière, par de petites pelles dont on ne voyait que le manche de métal blanc. Cette vue clouait Florent de surprise. Il devait ne pas reconnaître la boutique. Il eut le nom du marchand, Godeboeuf, sur une enseigne rouge, et resta consterné. Les bras ballants, il examinait les pâtés d'épinards, de l'air désespéré d'un homme auquel il arrive quelque malheur suprême. Cependant, la fenêtre du pignon s'était ouverte, une petite vieille se penchait, regardait le ciel, puis les halles au loin. « Tiens, mademoiselle Saget est matinale, » dit Claude qui avait levé la tête, et il ajouta en se tournant vers son compagnon. « J'ai eu une tante dans cette maison-là. C'est une boîte à cancans. Ah, voilà les méhudins qui se remuent. Il y a de la lumière au second. » Florent allait le questionner, mais il le trouva inquiétant dans son grand paletot d'étain. Il le suivit, sans mot dire, tandis que l'autre lui parlait des méhudins. C'étaient des poissonnières. L'aînée était superbe. La petite, qui vendait du poisson d'eau douce, ressemblait à une vierge de Murillo, toute blonde au milieu de ses carpes et de ses anguilles. Et il en vint à dire, en se fâchant, que Murillo peignait comme un polisson. Puis, brusquement, s'arrêtant au milieu de la rue, « Voyons, où allez-vous à la fin ?»« Je ne vais nulle part, à présent, » dit Florent accablé. « Allons où vous voudrez. » Comme il sortait de la rue Pirouette, une voix appela Claude du fond de la boutique d'un marchand de vin qui faisait le coin. Claude entra, traînant Florent à sa suite. Il n'y avait qu'un côté des volets enlevés. Le gaz brûlait dans l'air encore endormi de la salle. Un torchon oublié, les cartes de la veille, traînait sur les tables, et le courant d'air de la porte grande ouverte mettait sa pointe fraîche au milieu de l'odeur chaude et renfermée du vin. Le patron, Monsieur Lebigre, servait les clients en gilet à manches, son collier de barbe tout chiffonné, sa grosse figure régulière toute blanche de sommeil. Des hommes, debout, par groupes, buvaient devant le comptoir, toussant, crachant, les yeux battus, achevant de s'éveiller dans le vin blanc et dans l'eau-de-vie. Florent reconnut la caille, dont le sac, à cette heure, débordait de légumes. Il en était à la 3e tournée, avec un camarade qui racontait longuement l'achat d'un panier de pommes de terre. Quand il eut vidé son verre, il alla causer avec Monsieur Lebigre, dans un petit cabinet vitré, au fond, où le gaz n'était pas allumé. « Que voulez-vous prendre ?» demanda Claude à Florent. En entrant, il avait serré la main de l'homme qui l'invitait. C'était un beau garçon de 22 ans au plus, rasé, ne portant que de petites moustaches, l'air gaillard, avec son vaste chapeau enduit de craie et son colletin de tapisserie,
dont les bretelles serraient son bourgeron bleu. Claude l'appelait Alexandre, lui tapait sur les bras, lui demandait quand ils iraient à Charentonneau. Et ils parlaient d'une grande partie qu'ils avaient faite ensemble, en canot, sur la Marne. Le soir, ils avaient mangé un lapin. « Voyons, que prenez-vous » répéta Claude. Florent regardait le comptoir, très embarrassé. Au bout, des théières de punch et de vin chaud, cerclées de cuivre, chauffaient sur les courtes flammes bleues et roses d'un appareil à gaz. Il confessa enfin qu'il prendrait volontiers quelque chose de chaud. Monsieur le Bigre servit 3 verres de punch. Il y avait, près des théières, dans une corbeille, des petits pains au beurre qu'on venait d'apporter et qui fumaient. Mais les autres n'en prirent pas, et Florent but son verre de punch. Il le sentit qui tombait dans son estomac vide comme un filet de plomb fondu. Ce fut Alexandre qui paya. « Un bon garçon, c'est Alexandre, » dit Claude, quand ils se retrouvèrent tous les deux sur le trottoir de la rue Rambuteau. « Il est très amusant à la campagne. Il fait des tours de force. Puis il est superbe, le gredin. Je l'ai vu nu, et s'il voulait me poser des académies en plein air... Maintenant, si cela vous plaît, nous allons faire un tour dans les halles. » Florent le suivait, s'abandonnait. Une lueur claire, au fond de la rue Rambuteau, annonçait le jour. La grande voix des halles grondait plus haut. Par instants, des volées de cloches, dans un pavillon éloigné, coupaient cette clameur roulante et montante. Ils entrèrent sous une des rues couvertes, entre le pavillon de la Marée et le pavillon de la Volaille. Florent levait les yeux, regardait la haute voûte, dont les boiseries intérieures luisaient entre les dentelles noires des charpentes de fonte. Quand il déboucha dans la grande rue du milieu, il songea à quelques villes étranges, avec ses quartiers distincts, ses faubourgs, ses villages, ses promenades et ses routes, ses places et ses carrefours, mises tout entières sous un hangar, un jour de pluie, par quelque caprice gigantesque. L'ombre, sommeillant dans les creux des toitures, multipliait la forêt des piliers, élargissait à l'infini les nervures délicates, les galeries découpées, les persiennes transparentes. Et c'était, au-dessus de la ville, jusqu'au fond des ténèbres, toute une végétation, toute une floraison, monstrueux épanouissement de métal, dont les tiges qui montaient en fusée, les branches qui se tordaient et se nouaient, couvraient un monde avec les légèretés de feuillage d'une futaie séculaire. Des quartiers dormaient encore, clos de leurs grilles. Les pavillons du beurre et de la volaille alignaient leurs petites boutiques treillagées, allongeaient leurs ruelles désertes sous les fils des becs de gaz. Le pavillon de la Marée venait d'être ouvert. Des femmes traversaient les rangées de pierres blanches, tachées de l'ombre des paniers et des linges oubliés. Aux gros légumes, aux fleurs et aux fruits, le vacarme allait grandissant. De proche en proche, le réveil gagnait la ville. Du quartier populeux où les choux s'entassent dès 4 heures du matin, au quartier paresseux et riche qui n'accroche des poulardes et des faisans à ses maisons que vers les 8 heures. Mais, dans les grandes rues couvertes, la vie affluait. Le long des trottoirs, aux 2 bords, des maraîchers étaient encore là, de petits cultivateurs venus des environs de Paris, étalant sur des paniers leur récolte de la veille au soir, bottes de légumes, poignées de fruits. Au milieu du va-et-vient incessant de la foule, des voitures entraient sous les voûtes, en ralentissant le trot sonnant de leurs chevaux. 2 de ces voitures, laissées en travers, barraient la rue. Florent, pour passer, dut s'appuyer contre un des sacs grisâtres, pareils à des sacs de charbon, et dont l'énorme charge faisait plier les essieux. Les sacs, mouillés, avaient une odeur fraîche d'algues marines. Un d'eux, crevé par un bout, laissait couler un tas noir de grosses moules. À tous les pas, maintenant, il devait s'arrêter. La marée arrivait. Les camions se succédaient, charriant les hautes cages de bois pleines de bourriches que les chemins de fer apportent toutes chargées de l'océan. Et, pour se garer des camions de la marée de plus en plus pressés et inquiétants, ils se jetaient sous les roues des camions du beurre, des œufs et des fromages, de grands chariots jaunes, à 4 chevaux, à lanternes de couleur. Des forts enlevaient les caisses d'œufs,
les paniers de fromage et de beurre qu'il portait dans le pavillon de la criée, où des employés en casquette écrivaient sur des calepins à la lueur du gaz. Claude était ravi de ce tumulte. Il s'oubliait à un effet de lumière, à un groupe de blouses, au déchargement d'une voiture. Enfin, ils se dégagèrent. Comme ils longeaient toujours la grande rue, ils marchèrent dans une odeur exquise qui traînait autour d'eux et semblait les suivre. Ils étaient au milieu du marché des fleurs coupées. Sur le carreau, à droite et à gauche, des femmes assises avaient devant elles des corbeilles carrées pleines de bottes de roses, de violettes, de dahlias, de marguerites. Les bottes s'assombrissaient, pareilles à des taches de sang, pâlissaient doucement avec des gris argentés d'une grande délicatesse. Près d'une corbeille, une bougie allumée mettait là, sur tout le noir d'alentour, une chanson aiguë de couleurs, les panachures vives des marguerites, le rouge saignant des dahlias, le bleuissement des violettes, les chairs vivantes des roses. Et rien n'était plus doux ni plus printanier que les tendresses de ce parfum rencontré sur un trottoir, au sortir des souffles âpres de la marée et de la senteur pestilentielle des beurres et des fromages. Claude et Florent revinrent sur leurs pas, flânant, s'attardant au milieu des fleurs. Ils s'arrêtèrent curieusement devant des femmes qui vendaient des bottes de fougères et des paquets de feuilles de vigne, bien réguliers, attachés par carterons. Puis ils tournèrent dans un bout de rue couverte, presque désert, où leurs pas sonnaient comme sous la voûte d'une église. Ils y trouvèrent, attelé à une voiture grande comme une brouette, un tout petit âne qui s'ennuyait sans doute et qui se mit à braire en les voyant, d'un ronflement si fort et si prolongé que les vastes toitures des halles en tremblaient. Des hennissements de chevaux répondirent. Il y eut des piétinements, tout un vacarme au loin, qui grandit, roula, alla se perdre. Cependant, en face d'eux, rue Berger, les boutiques nues des commissionnaires, grandes ouvertes, montraient, sous la clarté du gaz, des amas de paniers et de fruits entre les 3 murs sales couverts d'additions au crayon. Et comme ils étaient là, ils aperçurent une dame bien mise, pelotonnée d'un air de lassitude heureuse dans le coin d'un fiacre, perdue au milieu de l'encombrement de la chaussée et filant sournoisement. « C'est Cendrillon qui rentre sans pantoufles, » dit Claude avec un sourire. Ils causaient maintenant, en retournant sous les halles. Claude, les mains dans les poches, sifflant, racontait son grand amour pour ce débordement de nourriture qui monte au beau milieu de Paris chaque matin. Il rôdait sur le carreau des nuits entières, rêvant des natures mortes colossales, des tableaux extraordinaires. Il en avait même commencé un. Il avait fait poser son ami Marjolin et cette gueuse de Cadine. Mais c'était dur, c'était trop beau, ces diables de légumes, et les fruits, et les poissons, et la viande. Florent écoutait, le ventre serré, cet enthousiasme d'artiste. Et il était évident que Claude, en ce moment-là, ne songeait même pas que ces belles choses se mangeaient. Il les aimait pour leur couleur. Brusquement, il se tut, serra d'un mouvement qui lui était habituel la longue ceinture rouge qu'il portait sous son paletot verdâtre, et reprit d'un air fin. « Puis, je déjeune ici. Par les yeux, au moins, et cela vaut encore mieux que de ne rien prendre. Quelquefois, quand j'oublie de dîner, la veille, je me donne une indigestion, le lendemain, à regarder arriver toutes sortes de bonnes choses. Ces matins-là, j'ai encore plus de tendresse pour mes légumes. Non, tenez, ce qui est exaspérant, ce qui n'est pas juste, c'est que ces gredins de bourgeois mangent tout ça. » Il raconta un souper qu'un ami lui avait payé chez Barat, un jour de splendeur. Ils avaient eu des huîtres, du poisson, du gibier. Mais Barat était bien tombé. Tout le carnaval de l'ancien marché des Innocents se trouvait enterré à cette heure. On en était aux halles centrales, à ce colosse de fonte, à cette ville nouvelle, si originale. Les imbéciles avaient beau dire, toute l'époque était là. Et Florent ne savait plus s'il condamnait le côté pittoresque ou la bonne chair de Barat. Puis, Claude déblatéra contre le romantisme. Il préférait ces tas de choux aux guenilles du Moyen-Âge. Il finit par s'accuser de son eau forte de la rue Pirouette comme d'une faiblesse.
On devait flanquer les vieilles cambus par terre et faire du moderne. « Tenez, dit-il en s'arrêtant, regardez, au coin du trottoir. N'est-ce pas un tableau tout fait, et qui serait plus humain que leur sacrée peinture poitrinaire ?» Le long de la rue couverte, maintenant, des femmes vendaient du café, de la soupe. Au coin du trottoir, un large rond de consommateurs s'était formé autour d'une marchande de soupe aux choux. Le seau de fer-blanc étamé, plein de bouillon, fumait sur le petit réchaud bas, dont les trous jetaient une lueur pâle de braise. La femme, armée d'une cuillère à peau, prenant de minces tranches de pain au fond d'une corbeille garnie d'un linge, trempait la soupe dans des tasses jaunes. Il y avait là des marchandes très propres, des maraîchers en blouse, des porteurs sales, le paletot gras des charges de nourriture qui avaient traîné sur les épaules, de pauvres diables déguenillés, toutes les fins matinales des halles, mangeant, se brûlant, écartant un peu le menton pour ne pas se tacher de la bavure des cuillères. Et le peintre, ravi, clignait les yeux, cherchait le point de vue, afin de composer le tableau dans un bon ensemble. Mais cette diablesse de soupe aux choux avait une odeur terrible. Florent tournait la tête, gêné par ces tasses pleines que les consommateurs vidaient sans mot dire, avec un regard de côté d'animaux méfiants. Alors, comme la femme servait un nouvel arrivé, Claude lui-même fut attendri par la vapeur forte d'une cuillerée qu'il reçut en plein visage. Il serra sa ceinture, souriant, fâché. Puis, se remettant à marcher, faisant allusion au verre de punch d'Alexandre, il dit à Florent d'une voix un peu basse. « C'est drôle, vous avez dû remarquer cela, vous. On trouve toujours quelqu'un pour vous payer à boire. On ne rencontre jamais personne qui vous paye à manger. » Le jour se levait. Au bout de la rue de la Cossonnerie, les maisons du boulevard Sébastopol étaient toutes noires. Et, au-dessus de la ligne nette des ardoises, le cintre élevé de la grande rue couverte taillait, dans le bleu pâle, une demi-lune de clarté. Claude, qui s'était penché au-dessus de certains regards, garnis de grilles, s'ouvrant, au ras du trottoir, sur des profondeurs de cave où brûlaient des lueurs louches de gaz, regardait en l'air maintenant, entre les hauts piliers, cherchant sur les toits bleuis, au bord du ciel clair. Il finit par s'arrêter encore, les yeux levés sur une des minces échelles de fer qui relient les 2 étages de toiture et permettent de les parcourir. Florent lui demanda ce qu'il voyait là-haut. « C'est ce diable de Marjolin, » dit le peintre sans répondre. « Il est, pour sûr, dans quelque gouttière, à moins qu'il n'ait passé la nuit avec les bêtes de la cave aux volailles. J'ai besoin de lui pour une étude. » Et il raconta que son ami Marjolin fut trouvé, un matin, par une marchande, dans un tas de choux, et qu'il poussa sur le carreau, librement. Quand on voulut l'envoyer à l'école, il tomba malade, il fallut le ramener aux halles. Il en connaissait les moindres recoins, les aimait d'une tendresse de fils, vivait avec des agilités d'écureuil au milieu de cette forêt de fonte. Il faisait un joli couple, lui et cette gueuse de Cadine, que la mère Chantemesse avait ramassée, un soir, au coin de l'ancien marché des Innocents. Lui était splendide, ce grand bêta, doré comme un Rubens, avec un duvet roussâtre qui accrochait le jour. Elle, la petite, futée et mince, avait un drôle de museau sous la broussaille noire de ses cheveux crépus. Claude, tout en causant, hâtait le pas. Il ramena son compagnon à la pointe Saint-Eustache. Celui-ci se laissa tomber sur un banc près du bureau des omnibus, les jambes cassées de nouveau. L'air fraîchissait. Au fond de la rue Rambuteau, des lueurs roses marbraient le ciel laiteux, sabré, plus haut, par de grandes déchirures grises. Cette aube avait une odeur si balsamique que Florent se crut un instant en pleine campagne, sur quelque colline. Mais Claude lui montra, de l'autre côté du banc, le marché aux aromates. Le long du carreau de la triperie, on eût dit des champs de thym, de lavande, d'ail, d'échalotes. Et les marchandes avaient enlacé, autour des jeunes platanes du trottoir, de hautes branches de laurier qui faisaient des trophées de verdure. C'était l'odeur puissante du laurier qui dominait.
Le cadran lumineux de Saint-Eustache pâlissait, agonisait, pareil à une veilleuse surprise par le matin. Chez les marchands de vin, au fond des rues voisines, les becs de gaz s'éteignaient un à un, comme des étoiles tombant dans la lumière. Et Florent regardait les grandes halles sortir de l'ombre, sortir du rêve, où il les avait vues, allongeant à l'infini leurs palais à jour. Elles se solidifiaient, d'un gris verdâtre, plus géantes encore, avec leurs mâtures prodigieuses supportant les nappes sans fin de leurs toits. Elles entassaient leurs masses géométriques, et, quand toutes les clartés intérieures furent éteintes, qu'elles baignèrent dans le jour levant, carrées, uniformes, elles apparurent comme une machine moderne, hors de toute mesure, quelque machine vapeur, quelque chaudière destinée à la digestion d'un peuple, gigantesque ventre de métal, boulonné, rivé, fait de bois, de verre et de fonte, d'une élégance et d'une puissance de moteur mécanique, fonctionnant là, avec la chaleur du chauffage, l'étourdissement, le branle furieux des roues. Mais Claude était monté debout sur le banc, d'enthousiasme. Il força son compagnon à admirer le jour se levant sur les légumes. C'était une mer. Elle s'étendait de la pointe Saint-Eustache à la rue des Halles, entre les deux groupes de pavillons. Et, aux deux bouts, dans les deux carrefours, le flot grandissait encore. Les légumes submergeaient les pavés. Le jour se levait lentement, d'un gris très doux, lavant toute chose d'une teinte claire d'aquarelle. S'étamoutonnant comme des flots pressés, ce fleuve de verdure qui semblait couler dans l'encaissement de la chaussée, pareil à la débâcle des pluies d'automne, prenait des ombres délicates et perlées, des violets attendris, des roses teintées de lait, des verts noyés dans des jaunes, toutes les pâleurs qui font du ciel une soie changeante au lever du soleil. Et, à mesure que l'incendie du matin montait en jets de flammes au fond de la rue Rambuteau, les légumes s'éveillaient davantage, sortaient du grand bleuissement traînant à terre. Les salades, les laitues, les scaroles, les chicorées, ouvertes et grasses encore de terreau, montraient leurs cœurs éclatants. Les paquets d'épinards, les paquets d'oseilles, les bouquets d'artichauts, les entassements de haricots et de pois, les empilements de romaines, liés d'un brin de paille, chantaient toute la gamme du vert, de la laque verte des cosses au gros vert des feuilles, gamme soutenue qui allait en se mourant jusqu'aux panachures des pieds de céleri et des bottes de poireaux. Mais les notes aiguës, ce qui chantait plus haut, c'étaient toujours les taches vives des carottes, les taches pures des navets, semées en quantité prodigieuse le long du marché, l'éclairant du bariolage de leurs deux couleurs. Au carrefour de la rue des Halles, les choux faisaient des montagnes. Les énormes choux blancs, serrés et durs comme des boulets de métal pâle, les choux frisés, dont les grandes feuilles ressemblaient à des vasques de bronze, les choux rouges, que l'aube changeait en des floraisons superbes, lits de vin avec des meurtrissures de carmin et de pourpre sombre. À l'autre bout, au carrefour de la pointe Saint-Eustache, l'ouverture de la rue Rambuteau était barrée par une barricade de potirons orangés sur deux rangs, s'étalant, élargissant leur ventre. Et le vernis mordoré d'un panier d'oignons, le rouge saignant d'un tas de tomates, l'effacement jaunâtre d'un lot de concombres, le violet sombre d'une grappe d'aubergines, çà et là, s'allumaient, pendant que de gros radis noirs, rangés en nappes de deuil, laissaient encore quelques trous de ténèbres au milieu des joies vibrantes du réveil. Claude battait des mains à ce spectacle. Il trouvait ces gredins de légumes extravagants, fous, sublimes. Et il soutenait qu'ils n'étaient pas morts, qu'arrachés de la veille, ils attendaient le soleil du lendemain pour lui dire adieu sur le pavé des Halles. Il les voyait vivre, ouvrir leurs feuilles, comme s'ils eussent encore les pieds, tranquilles et chauds, dans le fumier. Il disait entendre là le râle de tous les potagers de la banlieue. Cependant, la foule des bonnets blancs, des caracots noirs, des blouses bleues, emplissait les étroits sentiers entre les tas. C'était toute une campagne bourdonnante. Les grandes hottes des porteurs filaient lourdement au-dessus des têtes. Les revendeuses, les marchands des 4 saisons, les fruitiers,
achetaient, se hâtaient. Il y avait des caporaux et des bandes de religieuses autour des montagnes de choux, tandis que des cuisiniers de collège flairaient, cherchant les bonnes aubaines. On déchargeait toujours. Des tombereaux jetaient leur charge à terre, comme une charge de pavés, ajoutant un flot aux autres flots qui venaient maintenant battre le trottoir opposé. Et, du fond de la rue du Pont-Neuf, des files de voitures arrivaient éternellement. « C'est crânement beau, tout de même », murmurait Claude en extase. Florent souffrait. Il croyait à quelque tentation surhumaine. Il ne voulait plus voir. Il regardait Saint-Eustache, posée de biais, comme lavée à la sépia sur le bleu du ciel, avec ses rosaces, ses larges fenêtres cintrées, son clocheton, ses toits d'ardoise. Il s'arrêtait à l'enfoncement sombre de la rue Montorgueil, où éclataient des bouts d'enseignes violentes aux pans coupés de la rue Montmartre, dont les balcons luisaient, chargés de lettres d'or. Et, quand il revenait au carrefour, il était sollicité par d'autres enseignes, des drogueries et pharmacies, des farines et légumes secs, aux grosses majuscules rouges ou noires sur des fonds d'étain. Les maisons des angles, à fenêtres étroites, s'éveillaient, mettaient, dans l'air large de la nouvelle rue du Pont-Neuf, quelques jaunes et bonnes vieilles façades de l'ancien Paris. Au coin de la rue Rambuteau, debout au milieu des vitrines vides du grand magasin de nouveautés, des commis bien mis, en gilet, avec leurs pantalons collants et leurs larges manchettes éblouissantes, faisaient l'étalage. Plus loin, la maison Guilloux, sévère comme une caserne, étalait délicatement, derrière ses glaces, des paquets dorés de biscuits et des compotiers pleins de petits fours. Toutes les boutiques s'étaient ouvertes. Des ouvriers en blouse blanche, tenant leurs outils sous le bras, pressaient le pas, traversaient la chaussée. Claude n'était pas descendu de son banc. Il se grandissait pour voir jusqu'au fond des rues. Brusquement, il aperçut, dans la foule qu'il dominait, une tête blonde aux larges cheveux, suivie d'une petite tête noire, toute crépue et ébouriffée. « Hé, Marjolin! Hé, Cadine !» cria-t-il. Et, comme sa voix se perdait au milieu du brouhaha, il sauta à terre, il prit sa course. Puis, il songea qu'il oubliait Florent. Il revint d'un saut, il dit rapidement. « Vous savez, au fond de l'impasse des Bourdonnais, mon nom est écrit à la craie sur la porte. Claude Lantier. Venez voir l'eau forte de la rue Pirouette. » Il disparut. Il ignorait le nom de Florent. Il le quittait comme il l'avait pris, au bord d'un trottoir, après lui avoir expliqué ses préférences artistiques. Florent était seul. Il fut d'abord heureux de cette solitude. Depuis que madame François l'avait recueilli, dans l'avenue de Neuilly, il marchait au milieu d'une somnolence et d'une souffrance qui lui ôtaient l'idée exacte des choses. Il était libre, enfin. Il voulut se secouer ce rêve intolérable de nourriture gigantesque dont il se sentait poursuivi. Mais sa tête restait vide. Il n'arriva qu'à retrouver au fond de lui une peur sourde. Le jour grandissait. On pouvait le voir maintenant. Et il regardait son pantalon et sa redingote lamentable. Il boutonna la redingote, épousseta le pantalon, essaya un bout de toilette, croyant entendre ses loques noires dire tout haut d'où il venait. Il était assis au milieu du banc, à côté de pauvres diables, de rôdeurs échoués là, en attendant le soleil. Les nuits des halles sont douces pour les vagabonds. 2 sergents de ville, encore en tenue de nuit, avec la capote et le képi, marchant côte à côte, les mains derrière le dos, allaient et venaient le long du trottoir. Chaque fois qu'ils passaient devant le banc, ils jetaient un coup d'œil sur le gibier qu'ils y flairaient. Florent s'imagina qu'ils le reconnaissaient, qu'ils se consultaient pour l'arrêter. Alors l'angoisse le prit. Il eut une envie folle de se lever, de courir. Mais il n'osait plus. Il ne savait de quelle façon s'en aller. Et les coups d'œil réguliers des sergents de ville, cet examen lent et froid de la police, le mettaient au supplice. Enfin, il quitta le banc, se retenant pour ne pas fuir de toute la longueur de ses grandes jambes, s'éloignant pas à pas, serrant les épaules, avec l'horreur de sentir les mains rudes des sergents de ville le prendre au collet
par derrière. Il n'eut plus qu'une pensée, qu'un besoin, s'éloigner des halles. Il attendrait, il chercherait encore, plus tard, quand le carreau serait libre. Les 3 rues du carrefour, la rue Montmartre, la rue Montorgueil, la rue Turbigo, l'inquiétèrent. Elles étaient encombrées de voitures de toutes sortes, des légumes couvraient les trottoirs. Alors, il alla devant lui, jusqu'à la rue Pierre-Lescot, où le marché aux cressons et le marché aux pommes de terre lui parurent infranchissables. Il préféra suivre la rue Rambuteau. Mais, au boulevard Sébastopol, il se heurta contre un tel embarras de tapissières, de charrettes, de chars à bancs, qu'il revint prendre la rue Saint-Denis. Là, il rentra dans les légumes. Aux 2 bords, les marchands forains venaient d'installer leurs étalages, des planches posées sur de hauts paniers, et le déluge des choux, de carottes, de navets recommençait. Les halles débordaient. Il essaya de sortir de ce flot qui l'atteignait dans sa fuite. Il tenta la rue de la Cossonnerie, la rue Berger, le square des Innocents, la rue de la Ferronnerie, la rue des Halles. Et il s'arrêta, découragé, effaré, ne pouvant se dégager de cette infernale ronde d'herbe qui finissait par tourner autour de lui en le liant aux jambes de leur mince verdure. Au loin, jusqu'à la rue de Rivoli, jusqu'à la place de l'hôtel de ville, les éternelles files de roues et de bêtes attelées se perdaient dans le pêle-mêle des marchandises qu'on chargeait. De grandes tapissières emportaient les lots des fruitiers de tout un quartier. Des chars à bancs, dont les flancs craquaient, partaient pour la banlieue. Rue du Pont-Neuf, il s'égara tout à fait. Il vint trébucher au milieu d'une remise de voitures à bras. Des marchands des 4 saisons y paraient leur étalage roulant. Parmi eux, il reconnut Lacaille, qui prit la rue Saint-Honoré en poussant devant lui une brouettée de carottes et de choux-fleurs. Il le suivit, espérant qu'il l'aiderait à sortir de la cohue. Le pavé était devenu gras, bien que le temps fût sec. Des tas de queues d'artichauts, des feuilles et des fanes rendaient la chaussée périlleuse. Il butait à chaque pas. Il perdit Lacaille rue Vauvilliers. Du côté de la halle au blé, les bouts de rue se barricadaient d'un nouvel obstacle de charrettes et de tombereaux. Il ne tenta plus de lutter. Il était repris par les halles, le flot le ramenait. Il revint lentement. Il se retrouva à la pointe Saint-Eustache. Maintenant, il entendait le long roulement qui partait des halles. Paris mâchait les bouchées à ses 2 millions d'habitants. C'était comme un grand organe central battant furieusement, jetant le sang de la vie dans toutes les veines. Bruit de mâchoires colossales, vacarme fait du tapage de l'approvisionnement, depuis les coups de fouet des gros revendeurs partant pour les marchés de quartier, jusqu'aux savates traînantes des pauvres femmes qui vont de porte en porte offrir des salades dans des paniers. Il entra sous une rue couverte, à gauche, dans le groupe des 4 pavillons dont il avait remarqué la grande ombre silencieuse pendant la nuit. Il espérait s'y réfugier, y trouver quelques trous. Mais, à cette heure, il s'était éveillé comme les autres. Il alla jusqu'au bout de la rue. Des camions arrivaient au trot, encombrant le marché de la vallée de cageots pleins de volailles vivantes et de paniers carrés où des volailles mortes étaient rangées par lits profonds. Sur le trottoir opposé, d'autres camions déchargeaient des veaux entiers, emmaillotés d'une nappe, couchés tout du long, comme des enfants, dans des mannes qui ne laissaient passer que les 4 moignons, écartés et saignants. Il y avait aussi des moutons entiers, des quartiers de bœuf, des cuisseaux, des épaules. Les bouchers, avec de grands tabliers blancs, marquaient la viande d'un timbre, la voituraient, la pesaient, l'accrochaient aux barres de la criée. Tandis que, le visage collé aux grilles, il regardait ces fils de corps pendus, les bœufs et les moutons rouges, les veaux plus pâles, tachés de jaune par la graisse et les tendons, le ventre ouvert. Il passa au carreau de la triperie, parmi les têtes et les pieds de veau blafards, les tripes proprement roulées en paquets dans des boîtes, les cervelles rangées délicatement sur des paniers plats, les foies saignants, les rognons violâtres.
Il s'arrêta aux longues charrettes à 2 roues, couvertes d'une bâche ronde, qui apportent des moitiés de cochon, accrochées des 2 côtés aux ridelles, au-dessus d'un lit de paille. Les culs des charrettes ouverts montraient des chapelles ardentes, des enfoncements de tabernacles, dans les lueurs flambantes de ces chairs régulières et nues. Et, sur le lit de paille, il y avait des boîtes de fer-blanc, pleines du sang des cochons. Alors Florent fut pris d'une rage sourde. L'odeur fade de la boucherie, l'odeur âcre de la triperie, l'exaspérait. Il sortit de la rue couverte. Il préféra revenir une fois encore sur le trottoir de la rue du Pont-Neuf. C'était l'agonie. Le frisson du matin le prenait. Il claquait des dents. Il avait peur de tomber là et de rester par terre. Il chercha, ne trouva pas un coin sur un banc. Il y aurait dormi, quitte à être réveillé par les sergents de ville. Puis, comme un éblouissement l'aveuglait, il s'adossa à un arbre, les yeux fermés, les oreilles bourdonnantes. La carotte crue qu'il avait avalée, sans presque la mâcher, lui déchirait l'estomac, et le verre de punch l'avait grisé. Il était gris de misère, de lassitude, de faim. Un feu ardent le brûlait de nouveau au creux de la poitrine. Il y portait les 2 mains, par moments, comme pour boucher un trou par lequel il croyait sentir tout son être s'en aller. Le trottoir avait un large balancement. Sa souffrance devenait si intolérable qu'il voulut marcher encore pour la faire taire. Il marcha devant lui, entra dans les légumes. Il s'y perdit. Il prit un étroit sentier, tourna dans un autre, dut revenir sur ses pas, se trompa, se trouva au milieu des verdures. Certains tas étaient si hauts que les gens circulaient entre 2 murailles, bâties de paquets et de bottes. Les têtes dépassaient un peu. On les voyait filer avec la tache blanche ou noire de la coiffure, et les grandes hottes, balancées, ressemblaient, au ras des feuilles, à des nacelles d'osier nageant sur un lac de mousse. Florent se heurtait à 1000 obstacles, à des porteurs qui se chargeaient, à des marchandes qui discutaient de leur voix rude. Il glissait sur le lit épais d'épluchures et de trognons qui couvraient la chaussée. Il étouffait dans l'odeur puissante des feuilles écrasées. Alors, stupide, il s'arrêta. Il s'abandonna aux poussées des uns, aux injures des autres. Il ne fut plus qu'une chose battue, roulée, au fond de la mer montante. Une grande lâcheté l'envahissait. Il aurait mendié. Sa sotte fierté de la nuit l'exaspérait. S'il avait accepté l'aumône de madame François, s'il n'avait point eu peur de Claude comme un imbécile, il ne se trouverait pas là à râler parmi ses choux. Et il s'irritait surtout de ne pas avoir questionné le peintre, rue Pirouette. À cette heure, il était seul. Il pouvait crever, sur le pavé, comme un chien perdu. Il leva une dernière fois les yeux. Il regarda les halles. Elles flambaient dans le soleil. Un grand rayon entrait par le bout de la rue couverte, au fond, trouant la masse des pavillons d'un portique de lumière. Et, battant la nappe des toitures, une pluie ardente tombait. L'énorme charpente de fonte se noyait, bleuissait, n'était plus qu'un profil sombre sur les flammes d'incendie du levant. En haut, une vitre s'allumait. Une goutte de clarté roulait jusqu'aux gouttières, le long de la pente des larges plaques de zinc. Ce fut alors une cité tumultueuse dans une poussière d'or volante. Le réveil avait grandi, du ronflement des maraîchers couchés sous leurs limousines au roulement plus vif des arrivages. Maintenant, la ville entière repliait ses grilles. Les carreaux bourdonnaient, les pavillons grondaient. Toutes les voix donnaient, et l'on eût dit l'épanouissement magistral de cette phrase que Florent, depuis 4 heures du matin, entendait se traîner et se grossir dans l'ombre. À droite, à gauche, de tous côtés, des glapissements de criers mettaient des notes aiguës de petites flûtes au milieu des basses sourdes de la foule. C'était la marée, c'étaient les beurres, c'était la volaille, c'était la viande. Des volées de cloches passaient, secouant derrière elles le murmure des marchés qui s'ouvraient.
Autour de lui, le soleil enflammait les légumes. Il ne reconnaissait plus l'aquarelle tendre des pâleurs de l'aube. Les cœurs élargis des salades brûlaient, la gamme du vert éclatait en vigueur superbe, les carottes saignaient, les navets devenaient incandescents dans ce brasier triomphal. À sa gauche, des tombereaux de choux s'éboulaient encore. Il tourna les yeux. Il vit, au loin, des camions qui débouchaient toujours de la rue Turbigo. La mer continuait à monter. Il avait senti à ses chevilles, puis à son ventre. Elle menaçait, à cette heure, de passer par-dessus sa tête. Aveuglé, noyé, les oreilles sonnantes, l'estomac écrasé par tout ce qu'il avait vu, devinant de nouvelles et incessantes profondeurs de nourriture, il demanda grâce, et une douleur folle le prit, de mourir ainsi de faim, dans Paris gorgé, dans ce réveil fulgurant des halles. De grosses larmes chaudes jaillirent de ses yeux. Il était arrivé à une allée plus large. 2 femmes, une petite vieille et une grande sèche, passèrent devant lui, causant, se dirigeant vers les pavillons. « Et vous êtes venue faire vos provisions, mademoiselle Saget ?» demanda la grande sèche. « Oh, madame Lecœur, si on peut dire. Vous savez, une femme seule. Je vis de rien. J'aurais voulu un petit chou-fleur, mais tout est si cher. Et le beurre, à combien aujourd'hui ? 34 sous. J'en ai du bien bon, si vous voulez venir me voir. Oui, je ne sais pas. J'ai encore un peu de graisse. » Florent, faisant un effort suprême, suivait les 2 femmes. Il se souvenait d'avoir entendu nommer la petite vieille par Claude, rue Pirouette. Il se disait qu'il la questionnerait quand elle aurait quitté la grande sèche. « Et votre nièce ?» demanda mademoiselle Saget. « La Sarriette fait ce qui lui plaît, » répondit aigrement madame Lecœur. « Elle a voulu s'établir. Ça ne me regarde plus. Quand les hommes l'auront grugée, ce n'est pas moi qui lui donnerai un morceau de pain. » « Vous étiez si bonne pour elle. Elle devrait gagner de l'argent. Les fruits sont avantageux cette année. Et votre beau-frère ? » « Oh, lui !» Madame Lecœur pinça les lèvres et parut ne pas vouloir en dire davantage. « Toujours le même, hein ?» continua mademoiselle Saget. « C'est un bien brave homme. Je me suis laissé dire qu'il mangeait son argent d'une façon. »« Est-ce qu'on sait s'il mange son argent ?» dit brutalement madame Lecœur. « C'est un cachotier. C'est un ladre. C'est un homme, voyez-vous, mademoiselle, qui me laisserait crever plutôt que de me prêter 100 sous. Il sait parfaitement que les beurres, pas plus que les fromages et les œufs, n'ont marché cette saison. Lui vend toute la volaille qu'il veut. Eh bien, pas une fois, non, pas une fois, il ne m'aurait offert ses services. Je suis bien trop fière pour accepter, vous comprenez, mais ça m'aurait fait plaisir. »« Eh, le voilà, votre beau-frère, » reprit mademoiselle Saget, en baissant la voix. Les 2 femmes se tournèrent, regardèrent quelqu'un qui traversait la chaussée pour entrer sous la grande rue couverte. « Je suis pressée, » murmura madame Lecœur. « J'ai laissé ma boutique toute seule. Puis, je ne veux pas lui parler. » Florent s'était aussi retourné, machinalement. Il vit un petit homme, carré, l'air heureux, les cheveux gris et taillés en brosse, qui tenait sous chacun de ses bras une oie grasse, dont la tête pendait et lui tapait sur les cuisses. Et, brusquement, il eut un geste de joie. Il courut derrière cet homme, oubliant sa fatigue. Quand il l'eut rejoint, « Gavard !» dit-il en lui frappant sur l'épaule. L'autre leva la tête, examina d'un air surpris cette longue figure noire qu'il ne reconnaissait pas. Puis, tout d'un coup, « Vous ? Vous ?» s'écria-t-il au comble de la stupéfaction. « Comment ? C'est vous ?» Il manqua laisser tomber ses oies grasses. Il ne se calmait pas, mais ayant aperçu sa belle-sœur et mademoiselle Saget, qui assistaient curieusement de loin à leur rencontre, il se remit à marcher en disant « Ne restons pas là, venez, il y a des yeux et des langues de trop. » Et, sous la rue couverte, ils causèrent. Florent raconta qu'il était allé rue Pirouette. Gavard trouva cela très drôle. Il rit beaucoup. Il lui apprit que son frère Quenu avait déménagé et rouvert sa charcuterie à 2 pas, rue Rambuteau, en face des Halles.
Ce qui l'amusa encore prodigieusement, ce fut d'entendre que Florent s'était promené tout le matin avec Claude Lantier, un drôle de corps, qui était justement le neveu de madame Quenu. Il allait le conduire à la charcuterie. Puis, quand il sut qu'il était rentré en France avec de faux papiers, il prit toutes sortes d'airs mystérieux et graves. Il voulut marcher devant lui, à 5 pas de distance, pour ne pas éveiller l'attention. Après avoir passé par le pavillon de la volaille, où il accrocha ses 2 oies à son étalage, il traversa la rue Rambuteau, toujours suivi par Florent. Là, au milieu de la chaussée, du coin de l'œil, il lui désigna une grande et belle boutique de charcuterie. Le soleil enfilait obliquement la rue Rambuteau, allumant les façades, au milieu desquelles l'ouverture de la rue Pirouette faisait un trou noir. À l'autre bout, le grand vaisseau de Saint-Eustache était tout doré dans la poussière du soleil, comme une immense chasse. Et, au milieu de la cohue, du fond du carrefour, une armée de balayeurs s'avançait sur une ligne, à coups réguliers de balais, tandis que les boueux jetaient les ordures à la fourche dans des tombereaux qui s'arrêtaient, tous les 20 pas, avec des bruits de vaisselle cassée. Mais Florent n'avait d'attention que pour la grande charcuterie, ouverte et flambante au soleil levant. Elle faisait presque le coin de la rue Pirouette. Elle était une joie pour le regard. Elle riait, toute claire, avec des pointes de couleurs vives qui chantaient au milieu de la blancheur de ses marbres. L'enseigne, où le nom de Quenu Gradelle luisait en grosses lettres d'or, dans un encadrement de branches et de feuilles, dessinées sur un fond tendre, était faite d'une peinture recouverte d'une glace. Les 2 panneaux latéraux de la devanture, également peints et sous verre, représentaient de petits amours joufflus, jouant au milieu de hures, de côtelettes de porc, de guirlandes de saucisses. Et ces natures mortes, ornées d'enroulements et de rosaces, avaient une telle tendresse d'aquarelle que les viandes, crues, y prenaient des tons roses de confiture. Puis, dans ce cadre aimable, l'étalage montait. Il était posé sur un lit de fines rognures de papier bleu. Par endroits, des feuilles de fougères, délicatement rangées, changeaient certaines assiettes en bouquets entourés de verdure. C'était un monde de bonnes choses, de choses fondantes, de choses grasses. D'abord, tout en bas, contre la glace, il y avait une rangée de pots de rillettes, entremêlés de pots de moutarde. Les jambonneaux désossés venaient au-dessus, avec leurs bonnes figures rondes, jaunes de chapelure, leurs manches terminées par un pompon vert. Ensuite arrivaient les grands plats, les langues fourrées de Strasbourg, rouges et vernies, saignantes à côté de la pâleur des saucisses et des pieds de cochon. Les boudins, noirs, roulés comme des couleuvres bonnes filles. Les andouilles, empilées 2 à 2, crevant de santé. Les saucissons, pareils à des échines de chantre, dans leurs chapes d'argent. Les pâtés, tout chauds, portant les petits drapeaux de leurs étiquettes. Les gros jambons, les grosses pièces de veau et de porc, glacées, et dont la gelée avait des limpidités de sucre candi. Il y avait encore de larges terrines, au fond desquelles dormaient des viandes et des hachis, dans des lacs de graisse figés. Entre les assiettes, entre les plats, sur le lit de rognures bleues, se trouvaient jetés des bocaux d'achard, de coulis, de truffes conservées, de terrines de foie gras, des boîtes moirées de thon et de sardines. Une caisse de fromage laiteux et une autre caisse, pleine d'escargots bourrés de beurre persillé, étaient posées aux 2 coins, négligemment. Enfin, tout en haut, tombant d'une barre à dents de loup, des colliers de saucisses, de saucissons, de cervelas, pendaient, symétriques, semblables à des cordons et à des glands de tenture riches. Tandis que, derrière, des lambeaux de crépine mettaient leurs dentelles, leur fond de guipure blanche et charnue. Et là, sur le dernier gradin de cette chapelle du ventre, au milieu des bouts de la crépine, entre 2 bouquets de glaïeuls pourpres, le reposoir se couronnait d'un aquarium carré, garni de rocailles, où 2 poissons rouges nageaient continuellement. Florent sentit un frisson à fleur de peau, et il aperçut une femme sur le seuil de la boutique, dans le soleil. Elle mettait un bonheur de plus, une plénitude solide et heureuse au milieu de toutes ces gaietés grasses. C'était une belle femme.
Elle tenait la largeur de la porte, point trop grosse pourtant, forte de la gorge, dans la maturité de la trentaine. Elle venait de se lever, et déjà ses cheveux, lissés, collés et comme vernis, lui descendaient en petits bandeaux plats sur les tempes. Cela la rendait très propre. Sa chair paisible avait cette blancheur transparente, cette peau fine et rosée des personnes qui vivent d'ordinaire dans les graisses et les viandes crues. Elle était sérieuse plutôt, très calme et très lente, s'égayant du regard, les lèvres graves. Son col de linge empesé, bridant sur son cou, ses manches blanches qui lui montaient jusqu'au coude, son tablier blanc cachant la pointe de ses souliers, ne laissaient voir que des bouts de sa robe de cachemire noir, les épaules rondes, le corsage plein, dont le corset tendait l'étoffe, extrêmement. Dans tout ce blanc, le soleil brûlait, mais trempé de clarté, les cheveux bleus, la chair rose, les manches et la jupe éclatantes, elle ne clignait pas les paupières. Elle prenait en toute tranquillité, béate, son bain de lumière matinale, les yeux doux, riant aux halles débordantes. Elle avait un air de grande honnêteté. « C'est la femme de votre frère, votre belle-sœur Lisa, » dit Gavard à Florent. Il l'avait saluée d'un léger signe de tête. Puis, il s'enfonça dans l'allée, continuant à prendre des précautions minutieuses, ne voulant pas que Florent entrât par la boutique, qui était vide pourtant. Il était évidemment très heureux de se mettre dans une aventure qu'il croyait compromettante. « Attendez, dit-il, je vais voir si votre frère est seul. Vous entrerez quand je taperai dans mes mains. » Il poussa une porte au fond de l'allée. Mais lorsque Florent entendit la voix de son frère, derrière cette porte, il entra d'un bond. Quenu, qu'il adorait, se jeta à son cou. Ils s'embrassaient comme des enfants. « Ah, Saperlotte! Ah, c'est toi !» balbutiait Quenu. « Si je m'attendais, par exemple. Je t'ai cru mort, je le disais hier encore à Lisa. Ce pauvre Florent !» Il s'arrêta. Il cria en penchant la tête dans la boutique. « Hé, Lisa! Lisa !» Puis, se tournant vers une petite fille qui s'était réfugiée dans un coin, « Pauline, va donc chercher ta mère. » Mais la petite ne bougea pas. C'était une superbe enfant de 5 ans, ayant une grosse figure ronde, d'une grande ressemblance avec la belle charcutière. Elle tenait, entre ses bras, un énorme chat jaune qui s'abandonnait d'aise, les pattes pendantes. Et elle le serrait de ses petites mains, pliant sous la charge, comme si elle eût craint que ce monsieur si mal habillé ne le lui volât. Lisa arriva lentement. « C'est Florent, c'est mon frère, » répétait Quenu. Elle l'appela monsieur, fut très bonne. Elle le regardait paisiblement, de la tête aux pieds, sans montrer aucune surprise malhonnête. Ses lèvres seules avaient un léger pli. Et elle resta debout, finissant par sourire des embrassades de son mari. Celui-ci pourtant parut se calmer. Alors, il vit la maigreur, la misère de Florent. « Ah, mon pauvre ami, dit-il, tu n'as pas embelli, là-bas. Moi, j'ai engraissé. Que veux-tu » Il était gras, en effet, trop gras pour ses 30 ans. Il débordait dans sa chemise, dans son tablier, dans ses linges blancs qui l'emmaillotaient comme un énorme poupon. Sa face rasée s'était allongée, avait pris à la longue une lointaine ressemblance avec le groin de ses cochons, de cette viande où ses mains s'enfonçaient et vivaient la journée entière. Florent le reconnaissait à peine. Il s'était assis, il passait de son frère à la belle Lisa, à la petite Pauline. Il suait la santé, ils étaient superbes, carrés, luisants. Il le regardait avec l'étonnement de gens très gras pris d'une vague inquiétude en face d'un maigre. Et le chat lui-même, dont la peau pétait de graisse, arrondissait ses yeux jaunes, l'examinait d'un air défiant. « Tu attendras le déjeuner, n'est-ce pas ?» demanda Quenu. « Nous mangeons de bonne heure, à 10 heures. » Une odeur forte de cuisine traînait. Florent revit sa nuit terrible, son arrivée dans les légumes, son agonie au milieu des halles, cet éboulement continu de nourriture auquel il venait d'échapper. Alors, il dit à voix basse, avec un sourire doux, « Non, j'ai faim, vois-tu. »